Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce webinaire de la CFDT. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler du temps de travail. C'est un sujet qui concerne tout le monde et nous avons donc pensé que c'était suffisamment compliqué pour qu'on puisse effectivement y passer un petit peu de temps. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler déjà de ce que dit la loi et puis on va passer un petit peu plus en revue le temps de travail en général, les modalités du travail à distance, la possibilité d'épargner sur un compte épargne-temps, ce qui concerne tout ce qui est astreinte, travail hors période normale, déplacement, également le congé proche aidant, le temps partiel, notamment parce qu'il peut être aussi utilisé pour la retraite progressive, on prend un tout petit point sur la retraite progressive au passage, les arrêts maladie et les congés spéciaux. Alain, je te passe la Alors, parole on peut pour... peut-être dire qu'ils peuvent nous interrompre Ouais, tout à fait. si vous Donc, voulez poser ouais, des questions au fur et à mesure, ouais, ouais, plutôt que d'attendre la fin. t'as raison. Ça Donc, permet je crois que voilà. Julien avait fait un petit message. Donc, n'hésitez pas Excuse-moi, à poser Julien. des questions. Il pourra nous interrompre en cours de route. Alors, Voilà. Donc, toi, que dit la loi? voilà, que dit le Code du travail sur le temps De de travail. travail? Donc, pour les salariés à temps plein, Ouais. pour la semaine, en fait, la durée légale, elle est de 35 heures, sauf dérogation, sachant que le temps de travail maximum par semaine pour un salarié à temps plein est fixé à 48 heures pour une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Pour le mois, on est à 151,57 heures pour un salarié à temps plein, sachant que la convention collective, elle peut prévoir une durée différente. Ce qui est notre cas chez Casa. Ce qui est notre cas chez Casa. Pour la durée annuelle de travail, c'est 1607 heures de travail par an, sachant que le décompte peut être fait soit en jours, soit en heures. Pour certains salariés, c'est en heures, pour d'autres salariés, c'est en jours. Et que pour les salariés en forfait jour, la durée légale est de 218 jours. On vous a mis en fait les articles dans la Convention Crédit Agricole SA correspondant en fait au temps de travail. Ça va de l'article 19 à 23. Les principaux accords au sein de Casa, donc là, on vous a positionné vraiment les principaux. On va de 99 à 2023. Je ne vais pas les détailler. Ce que je vous propose, c'est que à la fin de cette présentation, si vous voulez qu'on creuse un peu un accord particulier, on pourra vous échanger avec vous sur cet accord. Tout à fait. Donc, parlons du temps de travail en général chez Casa. Donc, depuis 1999, c'est quand on a mis en place les 35 heures, on a défini en fait des jours de travail, des RTT ou EJR et des CP, congés payés. Donc, il y a eu deux petites modifications en fait depuis ce moment-là. C'était la possibilité d'épargner des jours, c'était pas complètement fait dans cet accord-là. Et puis, depuis également, les jours CP et RTT EJR sont générés au prix du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que au départ, les jours de congé en 99 étaient du 1er juillet au 30 juin et les RTT étaient du 1er janvier au 31 décembre. C'était pas hyper pratique en fait à gérer. Donc en fait, à un moment donné, je ne sais plus exactement quand, tout est parti du 1er janvier au 31 décembre. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc regardons un petit peu donc, pour un salarié en CDI. Alors les catégories de collègues dans les GHI sont plutôt en forfait heures, c'est-à-dire 1600 heures de travail qui sont réparties sur 208 jours ouvrés et 31 CP et des RDT pour ajuster le temps de travail. On va revenir sur le calcul des RTT tout à l'heure. Et eux, ils n'ont pas de jours supplémentaires. Par contre, ils peuvent avoir des heures supplémentaires payées. Donc, la plupart du temps, quand ils travaillent trop, ils ont des heures supplémentaires, mais qu'ils peuvent récupérer. Donc, du coup, ça ne compte pas en jours, en heures supplémentaires. Parce que vous savez qu'il y a des plafonds légaux sur le nombre d'heures supplémentaires. Pour les collègues en catégorie IJK, donc ils ont 208 jours ouvrés et 31 CP et des RTT pour ajuster le temps de travail. Ils ont également 3 jours supplémentaires. Pour les collègues en catégorie L, c'est 213 jours ouvrés, donc 5 jours de plus ouvrés, 31 CP et des RTT avec 6 jours supplémentaires. Et bon, les cadres de direction, eux, c'est un peu différent, donc on ne va pas les passer en revue, ils ont des jours ouvrés et des jours contractuels. Donc, depuis un certain temps, on a fait en sorte que tout le monde puisse prendre des ponts du mois de mai. Donc, à un moment donné, on a décidé que tout le monde avait le lundi de la Pentecôte, donc c'était un jour pour lequel on piquait un RTT. Et depuis le Covid, et ça c'est la CFDT qui a institué ça, parce qu'en fait en mai 2020, tout le monde s'est trouvé déconfiné et tout le monde avait envie de respirer un peu, et ça tombait juste avant le pont de l'Ascension, donc on avait suggéré à la DRH, merci Valérie, qui est en ligne, que tout le monde puisse avoir ce jour-là, donc qu'ils prennent un RTT, que l'entreprise soit fermée,
et que du coup, tout le monde puisse aller s'aérer. Et en fait, ça a été pérennisé dans un accord l'année suivante. Et depuis, donc en fait, on a potentiellement 2 jours de RTT de plus que ce qui s'affiche sur le décompte là. Donc par exemple, pour cette année, on aurait dû avoir 13 jours de RTT, mais une fois que nous avons appliqué 2 pour ces ponts pour lesquels je crois que vraiment tout le monde est content, eh bien, nous, on en a 11 à poser quand on est IJK et on en a 6 à poser quand on est dans la catégorie L. Alors, un petit focus sur comment est-ce qu'on calcule le temps de travail. Parce que ça, c'est un petit peu compliqué. Donc moi, j'ai un très joli calendrier qui me sert d'ailleurs pour les calculs des retraites. Donc je pars du nombre de jours calendaires de l'année, 365 ou 366, ça dépend des années. Ensuite, on va calculer le nombre de jours ouvrés, c'est-à-dire les jours ouvrés, c'est du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, non travaillés. Et donc ça nous donne un certain nombre de jours. Donc par exemple, en 2025, ça me faisait 252 jours. À cela, je retire les 31 jours de congés payés, les 2 jours fermés. Il me reste donc 11 jours, à poser pour les contrats en 208, jours ouvrés et 6 jours pour les contrats en 213 jours ouvrés. Bon, ça, c'est le principe général. Quand on est à temps partiel, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle les jours libérés. Prenons un exemple de quelqu'un qui sera à 80. Ce quelqu'un dit, bah, moi, je veux ne pas travailler les vendredis. Donc, en fait, tous les vendredis sont positionnés comme jours libérés. En revanche, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que, bah, par exemple, quand le collègue pose des jours de congé sur une semaine, a priori, il a 3 jours ouvrés et 1 jour libéré, mais la loi oblige à poser 5 jours ouvrés. Du coup, il y a un jour libéré qui peut être repositionné pour être repris plus tard. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça, étant donné qu'il y a toujours les 2 jours fermés, il y a un recalcul des RTT qui peuvent être posés. Et à la fin, ce qui est ça qui est le plus important, c'est que le collègue ne fait pas plus que le nombre de jours ouvrés qui figure dans son contrat. Donc quand c'est un contrat à 208 jours et qu'il est à 80, eh bien il doit travailler 166 jours, dans l'année et pas plus. Une modalité de travail, dans ce temps de travail, c'est le travail à distance. Alain, je te passe la parole. Et volontiers, Daniel. Alors, comme a dit Daniel, le télétravail, c'est vraiment une modalité d'organisation pour un meilleur équilibre en vie professionnelle. Ouais. Alors, tous les salariés de l'US-CASA sont éligibles. Un quota standard pour les salariés à temps plein, c'est 84 jours en général. Ces 84 jours peuvent être proratisés éventuellement si le temps partiel de moins de 80%, comme on peut voir sur le tableau Ouais. En à fait, gauche. les 84 Voilà. jours, c'est à peu près 40 des 208 jours, Voilà. pour faire simple. Voilà, c'est ça. Et donc, si on a 90% Voilà. partiel, on a le droit aux 84 jours. Voilà. C'est ça qui est Et en fait, ce qu'on avait dit, enfin, c'est Valérie surtout pour la CFDT qui nous avait remonté ce point-là, c'est qu'effectivement, bah, quand les gens sont à temps partiel, ça peut être un petit peu compliqué aussi. Donc, en fait, jusqu'à 80%, et enfin 80%, 90%, ça reste à 84 jours de télétravail. Ça, c'est quand même plutôt bien. Alors, il y a aussi des quotas supplémentaires de 20 jours. Alors, pour les futures mamans, les salariés conjoints enfants en situation de handicap ou les salariés proches aidants, sachant qu'on peut cumuler potentiellement 2 quotas supplémentaires. C'est-à-dire qu'on peut être future maman et En situation proche de aidant. handicap, Ou voilà. proche aidant. Proche aidant, voilà. Ça, c'est important. Alors, en termes de localisation et d'aide financière, alors, plusieurs localisations sont possibles, mais doivent être déclarées, ça c'est important, préalablement à la DRH via Ask Online. Soit la localisation, c'est la base domicile. On peut avoir une localisation complémentaire, maison de campagne, comme ça, hein, simplement. Ou même pendant les vacances. Ou même pendant les vacances, etc. Par Par contre, pas télétravail à l'étranger, sauf dérogation explicite du manager. Ouais, tout ça parce qu'effectivement, quand on travaille à l'étranger, on n'est pas soumis au droit français et que justement, pour les histoires d'assurance, il vaut quand même mieux Exactement, voilà. être soumis. Sachant qu'un accident sur le lieu de travail peut être considéré comme un accident de travail. Par exemple, si on glisse sur sa terrasse ou... Tu n'es pas censé être sur ta terrasse. Bah si, tu peux avoir ton bureau juste à côté de ta véranda, voyons. Voilà. Alors, le point important, c'est qu'un accident en allant faire ses courses, c'est pas considéré comme un accident de travail. On a le droit de sortir sur sa terrasse, on n'a pas le droit d'aller faire ses courses. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que si on est là et le midi, on sort faire une course. Non, t'es pas couvert. T'es pas couvert, d'accord. Tu vois, voilà, je me pensais là. Tu tombes dans ton escalier, même une crise cardiaque, en fait. Alors, on a eu le cas d'un collègue qui a un problème cardiaque chez lui en télétravail. Alors, si c'est la première fois, c'est considéré comme un accident du travail. Si ça n'est pas la première fois, parce que ce collègue, hélas, avait des problèmes cardiaques, eh bien, ça n'est pas considéré comme un accident du travail. D'accord. Alors, l'aide financière, donc il y a une aide à l'équipement, hein. Ça, pensez-y, hein, parce qu'il y a peu de gens en fait qui pensent, qui est une prise en charge à hauteur de 50% de la facture tous les 3 ans d'achat de matériel
dans un limite de remboursement de 180 €. Donc, ça peut être un écran, ça peut être un clavier, ça peut être un fauteuil, etc. Donc, pensez-y parce que c'est quand même utile, hein, même si potentiellement, on achète même un bon fauteuil avec un écran, c'est un peu plus, qui est plus que 180 €. La modalité pratique, c'est une note de frais signée par le manager. Pas de CGV. Voilà, pas de code CGV pour expliquer aux gens, c'est le code gestion qu'on met. C'est le code normal d'imputation. de frais. Le code d'imputation, note de frais. Alors, l'indemnisation des frais de fonctionnement, donc uniquement pour le télétravail relevant de l'accord, pas d'indemnisation si télétravail dérogatoire. Donc, effectivement, quand c'est dérogatoire, parce qu'il y a une ordonnance médicale qui dit qu'effectivement le collègue doit rester 4 jours en télétravail, il sort de l'accord, donc il n'a pas les 2,50 € qui sont devenus 2,70 € oui, maintenant. en 2024. Mais par contre, bon, il fait quand même mieux pour sa santé. Voilà. Et dans la limite d'un plafond, de 84 jours maximum, qui correspond en fait aux 84 jours de télétravail autorisé. Donc en fait, les quotas supplémentaires ne font pas l'objet. Voilà, c'est pas tout très à fait. grave, en fait. Mais il faut vraiment y penser à la prise en charge d'équipement, parce que ça peut être utile. Ça peut être vraiment utile pour mieux s'équiper. Alors, le compte épargne-temps, donc c'est aussi moi. Donc, le compte épargne-temps, alors ça a vraiment ça a un avantage réel, notamment pour les possibilités d'utilisation en fait des jours mis dans le compte épargne-temps. Alors, le bénéficiaire, c'est les salariés depuis plus d'1 an. L'alimentation, c'est les CP, les EJR et repos compensateurs non pris, les jours supplémentaires et la RVP 25, 50, 75 ou 100%. Le plafond légal, les droits inscrits sur le CET ne peuvent dépasser 200 €. L'obligation légale, c'est avoir pris au moins 4 semaines de congé pendant l'année. Or, RVP placé qui va se traduire en nombre de jours et hors jours supplémentaires qui sont basculés systématiquement en début d'année suivante, ce qui était en fait bloqué l'année précédente. On ne peut transférer que 15 jours par an. Voilà. Sauf exception avec accord de l'hierarchie, par exemple si on n'a pas pu les prendre à cause de la charge de travail, etc., etc. Alors, les principales utilisations, c'est prendre des jours de congé, congés habituels, congés parentaux, congés de formation, congés de fin de carrière. Très important, la partie congé de fin de carrière. Percevoir un paiement en espèces, racheter des trimestres de cotisation de retraite, alimenter le PERCOL. Donc, on va passer au slide suivant. Le CET, il a 3 compartiments. Il y a le CE5, qui correspond en fait à l'épargne des jours de la 5e semaine de congé payé. Le CET, ça épargne en fait les jours de congé de JR hors CE5, les congés hors CE5. Et le CE qui correspond en fait à la traduction en jours du pourcentage de RVP que vous placez, enfin si vous avez décidé de placer, hein, on a vu les différents pourcentages. Alors, le CE5 et le CET, l'utilisation, c'est congé et congé de fin de carrière. Le CE, c'est uniquement congé de fin de carrière à chaque trimestre. Sachant que l'ensemble on appelle ça nous des compartiments, voilà, des compartiments potentiels, sont abondés dans le cadre d'un congé de fin de carrière. Oui, abondé à hauteur de 15%. Exactement. C'est important. Ça, c'est important. Ça va assez vite avec les RVP. Une RVP moyenne, ça génère 26 jours dans le CE. Quand on passe on bonifie à hauteur de 15%, donc ça devient 30 jours. Et 30 jours, c'est quasiment 1 mois et demi. J'ai souvent un collègue, quand il commence à s'intéresser au sujet, écoute, si tu mets ta RVP, si tu n'as pas besoin. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin. De l'apprendre en argent, parce qu'effectivement, on a tous des besoins différents. Faut savoir que ça génère à peu près 1 mois et demi. Donc, si tu fais ça pendant quelques années, ça fait vraiment une différence sur la fin de la carrière. Abondé à 15%, en plus, c'est quand même pas neutre. Donc là, on a parlé des jours de CET. L'objectif, c'est pas de tout mettre dans le CET. L'objectif, c'est de prendre des vacances, mais voilà, ne pas perdre en fait les jours qu'on n'aurait pas posés. Il y a un autre problème en fait qui se pose aussi de temps en temps, c'est tout ce qui est lié aux astreintes, travail hors période normale et déplacements. En fait, on a un accord qui date un peu, il date de 2014 en fait sur ce sujet-là, qui précise ce que sont les astreintes et le travail hors période normale, mais qui ne dit rien sur les déplacements. Donc, je pense que c'est important qu'on passe un petit peu de temps sur les astreintes, les principes généraux des astreintes et du travail hors période normale, parce qu'effectivement, je pense que quand il y a des déplacements à faire, c'est bien d'avoir ces principes en tête pour pouvoir discuter avec son manager. Donc, en ce qui concerne les astreintes, alors une astreinte, c'est une période pendant laquelle le salarié doit être joignable à tout moment, en restant soit à son domicile, soit proche de son domicile. L'objectif étant d'être joignable à tout moment et de pouvoir éventuellement travailler dans les 2 heures qui suivent. La période d'astreinte n'est pas considérée comme du travail effectif.
Et si l'intervention, par contre, est rendue nécessaire, suite au coup de fil qu'on a reçu, dans ces cas-là, l'intervention, elle est considérée comme du temps de travail. Comment ça se met en place? Alors l'astreinte, alors juste quelques exemples, on n'a pas beaucoup d'astreintes en fait, chez CASA, mais par exemple, l'équipe de cybersécurité, elle a des astreintes Mmh. et d'ailleurs, ils ont tellement d'astreintes qu'il y a celui qui est en premier niveau d'astreinte, celui qui est en deuxième niveau d'astreinte et en troisième niveau d'astreinte. Parce qu'effectivement, quand, si ça attaque dur, il faut pouvoir être plusieurs à être mobilisés. Donc ce qui est important, c'est que la période d'astreinte soit planifiée longtemps à l'avance, donc l'accord dit 1 mois à l'avance, mais ça peut quand même être un peu modifié 15 jours à l'avance, mais pas tout le temps, voilà. Ces astreintes, ça concerne en fait différentes périodes. Ça concerne les nuits de 19 h à 8 h du matin, les samedis, dimanches et jours fériés, ou éventuellement la semaine complète, incluant le week-end. Bon, il y a des limites à l'exercice, hein, parce que sinon c'est plus du travail, hein, ça devient très difficile. Donc c'est pas plus de 2 semaines consécutives, pas plus de 2 week-ends consécutifs et évidemment pas pendant les congés légaux et les EJR. Il y a une indemnisation qui est prévue pour ces astreintes. Bon, c'est les mêmes montants depuis 2014, donc nous, on pense à la CFDT, il faudrait peut-être revoir un petit peu parce que l'inflation est passée par là et c'est peut-être un petit peu juste, quand même maintenant. Donc quand vous êtes d'astreinte de nuit, du lundi au vendredi, c'est 55 euros brut par nuit. Donc pour retirer 22 de charges sociales, il ne reste plus que 44 euros par nuit. Le samedi, de 8 h du matin à 8 h le lendemain matin, c'est 100 euros brut. Le dimanche, sur les mêmes horaires, c'est 105 euros brut. Et quand ce sont des jours fériés et chômés, c'est aussi 105 euros brut, comme le dimanche. Quand c'est une semaine complète, c'est 480 euros brut. Donc les astreintes, c'est pas de même nature que le travail. Le travail hors période normale, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Prenons quelques exemples. On peut avoir, par exemple, des basculements informatiques. Donc, ça se fait rarement pendant que tout le monde travaille, sinon ça complique la vie de tout le monde. Donc, ça se passe souvent le week-end. On peut avoir des collègues mobilisés là-dessus. On a également des collègues qui sont mobilisés sur des salons, par exemple le salon de l'agriculture. Donc, les gens sont sur les stands. Donc, c'est prévisible. Aussi bien des bascules informatiques que des salons, c'est prévisible. Ce qui n'est pas prévisible, c'est quand la bascule informatique se passe mal et qu'il faut remettre ça la semaine d'après. Mais bon, on ne peut pas parler dans ces cas-là. Donc, c'est une intervention exceptionnelle planifiée avec du travail effectif. Elle doit donc s'exécuter conformément à la réglementation du droit du travail. Il doit cependant y avoir des autorisations dérogatoires et en fait, ces autorisations, elles passent par le CSE. Donc nous, on est informés lors du CSE. On nous explique en fait pourquoi les collègues sont mobilisés et pourquoi ça ne peut être que là. Donc le salon de l'agriculture, on ne va pas le faire la semaine suivante, ça ne va pas le faire. Enfin le week-end, dans la journée, ça va à peu près. Et les bascules informatiques, bon, ben, on nous explique pourquoi c'est absolument indispensable de le faire à ce moment-là. L'organisation, non pas d'une astreinte, mais d'une intervention, est planifiée 15 jours à l'avance. Donc, c'est les mêmes créneaux que précédemment, hein. En semaine, ce sont les nuits de 19 h à 8 h, samedi, dimanche et jours fériés, et incluant le week-end. Avec des limites, bon, il n'y en a plus que 2, c'est pas plus de 2 week-ends consécutifs et pas pendant les congés légaux. Évidemment, il n'y a pas les semaines. Et les indemnisations, eh bien, c'est pareil, en fait, on va en reparler là, c'est les mêmes montants depuis 2019. Donc les dispositions communes de cet accord-là, et c'est important, c'est le recours au volontariat autant que possible. Dans le autant que possible, c'est effectivement, il faut quand même s'assurer que c'est pas toujours les mêmes, parce que sinon ça ferait peut-être beaucoup. Donc une forme de répartition sur tout le personnel, tout en tenant compte quand même de la vie personnelle des gens. Donc, il peut y avoir des contraintes familiales, des contraintes de santé, enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de choses et que ce soit pas quand même toujours les mêmes. Le respect du repos quotidien, ça, c'est pour tout le monde. C'est 11 heures consécutives. Parce que quand on est cadre en forfait jour, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas d'horaire, mais il y a quand même la nécessité de se reposer. Et la loi dit 11 heures de repos quotidien. Et donc, enfin, je me rappelle, c'était une intervention dans une autre entité. En fait, c'est pas chez nous, hein, c'est pas dans le groupe. Mais effectivement, l'inspection du travail a déboulé à 20 h. Elle a contrôlé qui était là depuis quelle heure, et tous ceux qui étaient là depuis plus de 11 heures, ça a fait une belle amende pour l'entreprise. Donc, pour les HPN, c'est encore plus important, parce qu'il faut quand même vraiment que les gens se reposent. Donc, c'est 11 heures de repos consécutifs. Et ce temps de repos est compté à partir de la fin de la période d'intervention au cours de l'astreinte ou au cours de l'intervention de bascule. Donc, par exemple, vous êtes en astreinte de 8 heures donc, à 8 heures le lendemain matin. On vous appelle à midi, vous travaillez de midi jusqu'à 16 heures. Les 11 heures, on les décompte à partir de 16 heures.
Et il faut également respecter le repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire, c'est 35 heures consécutives. Ça fait une journée et demie. Si vous travaillez pendant un dimanche, le dimanche sera récupéré, soit la semaine avant, soit la semaine après. C'est comme important de se reposer, et donc que ce ne soit pas un mois après. Et évidemment, et encore plus maintenant qu'on a vraiment un dispositif de télétravail très performant, le travail se fait à distance autant que possible. Il y a une rémunération, une bonification en fait du prix de la journée qui est de 50% quand c'est une nuit en semaine, de 60% quand c'est le samedi ou le dimanche et de 100% quand c'est un jour férié ou un jour target. Alors je pense que ça, c'était plus quand on avait nos collègues de CAPS dans l'US CASA, parce qu'en fait, Target, c'est un système de paiement international, donc ça fonctionne tout le temps. Donc il faut qu'il y ait des gens tout le temps, des fois qu'il y a un problème. Donc en fait, effectivement, dans ces cas-là, c'est 100%. Et quand on est en déplacement professionnel, rien n'est prévu dans l'accord. Donc les déplacements professionnels, c'est souvent la journée, mais il arrive que ça tombe un morceau de week-end ou une semaine entière avec des week-ends. Et rien n'est prévu, mais ça n'empêche pas de discuter avec le ou la manager, notamment quand on part le dimanche. On a eu des cas comme ça, effectivement, de collègues qui étaient partis en déplacement à l'étranger avec nos dirigeants. Bon, ben, il faut partir le dimanche, c'est pas prévu, rien n'est prévu dans l'accord, donc il faut quand même qu'ils puissent le récupérer, j'ai envie de dire un peu conformément à l'esprit de ce qui précède. Et puis, ben, il est évident que quand on est en déplacement à l'étranger, on optimise tout le temps passé à l'étranger, donc on peut déborder et ne pas respecter en fait ben, des horaires un petit peu corrects. Et donc, c'est vraiment important de discuter avant de comment on va effectivement récupérer sur ces journées qui sont quand même souvent extra longues. Donc, sans transition, le congé proche aidant, c'est pour toi, Alain. Ah bon? Bah oui. Allez, C'est pas vas-y. vu. Ouais, c'est toi. Alors, en fait, le congé proche aidant, c'est une disposition issue de la NO 2019 qui complète le dispositif MSA. Ouais. Pour bénéficier en fait du congé proche aidant, il faut avoir un lien étroit avec la personne aidée, hein, conjoint, concubin, pacsé, ascendant, descendant, etc. Et avoir besoin de réduire ou de cesser votre activité pour aider ce proche en situation de handicap ou de dépendance. La définition du proche aidé, il y a le groupe ISO-ressources, le GIR, hein, qui évalue de 1 à 4 en Ouais. fait le niveau de dépendance, sachant que 1, c'est le plus grave. Bah, on est très, 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 très Voilà, dépendant c'est quand même. bien, C'est c'est plutôt comme... pour nos vieux parents. Ça peut aussi être pour Voilà. un conjoint, un enfant handicapé, effectivement. Il y en a qui sont vraiment en GR1 et Exactement. c'est assez lourd. Ouais. C'est très lourd, là, c'est le maximum. Alors, la durée initiale, elle est de 66 jours calendaires, hein, sachant que la DRH, pardon, CASA prolonge ce nombre de jours jusqu'à une année de travail au cours de la carrière. Ouais. Alors, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que si vous aidez votre père, votre mère, et en cumul, ça fait 6 mois chacun, ça va. Ça va. Si vous aidez, par exemple, votre maman Ouais. sur 1 an, vous ne pourrez Et- pas reprendre un congé c'est derrière. ça, Voilà, il faut bien le comprendre comme ça. Alors, les modalités de prise de ces jours, ça peut être à la journée ou cumulé. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les fameuses une année peuvent être Ouais, tous voilà. les 2 jours, ça fait Ouais. 2 ans, on va dire comme ça. Bah, en cas de maladie très grave, enfin voilà, il faut être disponible tout le temps. Parce que voilà, ça va peut-être pas durer une éternité. Oui. Donc voilà, il faut être là et donc on prend tout en cumulé Exactement, jusqu'à voilà. un an maximum. Alors, les indemnités versées par la MSA, hein, Ouais. la DRH CASA verse le complément pour que le salarié, pardon, touche son salaire complet. Voilà, sachant qu'en termes de formalité, il y a une demande auprès de la MSA, un formulaire à faire, et une demande auprès de la DRH via Asconlight. C'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup nos Ça vaut le coup, collègues, vraiment. notamment, enfin vraiment pour les parents qui vieillissent. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc nous, enfin moi j'ai un espèce de mail tout prêt Non, mais pour c'est expliquer vraiment en fait bien. aux gens qui m'appellent. Voilà, tu prends déjà connaissance de ça, ça va donner les principaux points. Et après, moi j'examine avec les collègues, et Valérie aussi le fait, bah, comment on peut aller un petit peu plus Ouais. loin. Enfin, normalement, tous les élus CFDT peuvent le faire, hein. C'est vrai que ça tombe souvent sur nous. Mais voilà, moi j'ai un petit truc tout prêt pour ça, parce que souvent ça n'attend pas. Pour le congé prochain, ça n'attend pas. Pas du temps. Petit détail pour ceux qui ont des parents âgés, si votre parent est chez vous et qui part en EHPAD, il y a une réévaluation du GIR. Un changement de domicile entraîne automatiquement une réévaluation du GIR qu'il faudra éventuellement communiquer pour continuer dans le cadre du congé prochain. Par rapport à l'assistance qu'il lui a accordée. C'est ça, Ouais. Passons peut-être un petit moment sur le temps partiel avec la retraite progressive, parce qu'on s'est dit que là, c'était vraiment quelque chose d'important à mentionner. Le problème qu'on va tous avoir, c'est qu'on va devoir travailler plus longtemps. Donc, quand on prend de l'âge, on est plus fatigué. Et dans le cadre, il y a plusieurs ANI, accords nationaux interprofessionnels, qui ont été signés récemment.
Et dans le cadre des discussions, le conclave là, sur les retraites, où ils n'ont pas réussi à déboucher sur des accords, mais finalement, les organisations patronales comme les organisations syndicales ont trouvé des éléments à reprendre. Est-ce que quelqu'un pourrait débrancher la machine? Merci. Des éléments à reprendre qui pourraient vraiment être utiles pour les collègues. En ce qui concerne la retraite progressive, eh bien, précédemment, il fallait avoir 60 ans et 150 trimestres. L'âge légal est passé de 62, passe progressivement de 62 à 64 ans. 64. Donc, l'idée, c'était que la retraite progressive soit 2 ans avant. Donc, quand c'était à 62, ça partait à 60. Puis là, ça se décalait progressivement vers 62. Donc, en fait, ils ont tous dit il faut pouvoir le faire à partir de 60 ans. Donc, que ça soit à la fin, au moins 4 ans avant l'âge légal. Il faut toujours avoir 150 trimestres cotisés et sans les enfants. Conditions d'acceptation, il faut quand même que ce soit accepté par l'employeur, parce que c'est un temps partiel concrètement, donc il y a un avenant au contrat de travail. Et donc, tant qu'on travaille, tant qu'on a un travail effectif, il faut que l'employeur l'accepte. Et s'il le refuse, ce que dit ce qui est le décret, je ne sais plus si c'est un décret ou une loi, je crois que c'est une loi, parce qu'en fait, il y a une présentation au Conseil des ministres le 7 mai du projet. Et donc, l'idée, c'est que l'employeur justifie pourquoi il ne veut pas éventuellement accorder une retraite progressive. Et précisément, ce qui est marqué, c'est la justification apportée par l'employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée du temps de travail sollicité sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des tensions pour y procéder sur le poste concerné. Et c'est là où on s'est dit, mais c'est bien sûr, et c'est normal, mais par contre, on peut peut-être coupler ça avec le congé fin de carrière. Dans la retraite progressive, on peut demander une retraite progressive entre 50 et 90% de temps. Comment ça se passe concrètement si vous avez une retraite progressive? J'ai pris un exemple à 80%. Vous travaillez à 80%, vous êtes payé à 80% par l'employeur. Et pour les 20% de temps restants, vous commencez à toucher sur la retraite, sur un montant de retraite calculé au moment où commence la retraite progressive. En courant vite, ça fait à peu près la moitié de votre dernier salaire. Donc, du coup, ça fait du 80% payé 90%. C'est intéressant aussi parce que pendant ce temps-là, le salarié continue à accumuler des trimestres, donc il va pouvoir continuer quand même longtemps sans forcément travailler à 100%, ce qui peut être trop fatigant. 2 petits points d'attention quand même. Ces années de retraite progressive, on va gagner moins. Donc quand on calcule aujourd'hui la moyenne sur les 25 meilleures années, eh bien c'est souvent les dernières années. Donc là, ça peut moduler un petit peu parce que voilà, il y en aura moins. C'est pas non plus un impact démentiel, mais ça peut compter quand même. Un petit peu plus important quand même, la prime de départ en retraite peut être impactée parce qu'en fait, on la calcule sur les 12 dernières rémunérations, les 12 derniers mois de rémunération. Donc, par exemple, quelqu'un qui part avec 6 mois de prime de départ en retraite, 6 mois à 100%, 6 mois à 80%, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà. Mais il n'empêche que quand on est fatigué, je pense que c'est un bon moyen de continuer à travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite au moins, en se préservant et en étant moins fatigué. Quand on est fatigué, éventuellement, ça passe à moi. ça passe à toi, éventuellement on peut être malade. Donc, quelques mots sur les arrêts maladie. Quelques mots sur les arrêts maladie. Alors, excuse-moi. Ouais. Alors, les arrêts de maladie sont accordés par le médecin de famille. Alors, un point qui est vraiment important, il faut que vous les adressiez, c'est 48 heures de tête, Dans les 48 dans les heures, 48 heures à la MSA et à l'employeur. par courrier. Par Parce courrier. qu'on Voilà. peut les envoyer par des mails, par des chargements sur les espaces et tout, mais c'est important de les envoyer par courrier, ceinture, bretelles et parachute. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu le cas, la DRH a râlé là-dessus d'ailleurs, de collègues qui disaient: «Ah mais je l'ai envoyé, mais vous ne l'avez pas reçu». Donc, s'il n'y a pas d'IJ, il n'y a pas de complément de la prévoyance et il n'y a pas non plus, même sans complément de la prévoyance, il n'y a pas le maintien du salaire puisque il y a pas. Donc c'est vraiment très, très important et la DRH a beaucoup insisté là-dessus en disant: «Aujourd'hui, on paye malgré tout parce qu'on fait confiance aux collègues, mais il y a peut-être quand même un moment où on va se fâcher». Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'était Oui, donc voilà. ça, c'est important. Donc très, très important d'envoyer. Si jamais ils se fâchent, faut être dans les premiers. On sera là, mais c'est pas une raison. Voilà, très important. Alors, les arrêts de maladie de longue durée sont accordés par la MSA, hein, donc sur demande du médecin de famille. Il y a une liste des ALD qui sont à affection de longue durée, qui définit en fait 32 pathologies lourdes. Ouais. Et dans ce cas-là, il y a une prise en charge à 100% avec le ticket modérateur pris en charge par la MSA. Hors liste affection longue durée, il n'y a pas d'exonération du ticket modérateur. Alors, exemple, dans la liste des ALD, un cancer, c'est une ALD. Donc, tout est pris en charge à 100%.
Après, on peut avoir des pathologies lourdes qui ne sont pas dans cette liste. Et en fait, pour aller au-delà de 6 mois de versement d'IJ, il faut que la MSA se pose la question de je continue ou je continue pas. Donc, quand il continue, c'est que c'est une affection de longue durée. Et ce qui est important, c'est justement sur la rémunération, je te laisse préciser. Oui, que dans la convention collective, en fait, il y a le maintien de la rémunération pendant les 6 premiers mois. Ensuite, mise en œuvre de la prévoyance au-delà de 6 mois. Et selon la mesure, et c'est selon que ce soit une ALD ou hors ALD. Voilà. En fait, ça va faire une différence C'est quand la prévoyance reprend la main. alors, c'est une présentation, comment dire, je crois qu'on l'avait fait d'ailleurs sur les frais de santé. ALD ou ALD, on ne va pas recommencer là. Mm. On a un webinaire Ouais. vraiment sur le sujet qui doit être sur notre chaîne Ouais, YouTube. YouTube, ouais. Et tu veux faire les jours Oui, et petit détail, depuis avril 2024, vous le savez, la loi oblige maintenant l'employeur à générer des jours de congé. C'est-à-dire, c'est Oui. pas deux, c'est 2 jours de congé par mois d'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 31 CP, c'est 24. Il n'y a pas d'obligation de générer des RTT, mais il y a une obligation de générer des jours de congé. D'ailleurs, ça se voit dans comment dire, quand vous regardez votre feuille de congé, il y a un truc qui s'appelle congé maladie. Et en fait, ce n'est pas des congés maladie que vous avez le droit de prendre, c'est des congés sur arrêt maladie. Voilà, donc ça a commencé à apparaître. D'ailleurs, ça doit être vrai. Oui, oui, donc je pensais par rapport à l'alimentation du CET, il faudrait y penser qu'on puisse, parce que quelqu'un qui rentre d'une maladie, en plus de ses congés. Il peut les mettre dedans, a priori. Oui, il faut les mettre dedans. Ouais. Ça dit, commencer par poser cela, et puis voilà, ça n'aura pas de souci. Parce que quand ils sont générés, on a 15 mois pour les prendre. Oui, donc, c'est en fait, ça. il ne faut pas les oublier dans un coin. Il y a une durée limitée. Ouais. Ils tombent tout seuls. Voilà. Puis après, vous avez des congés spéciaux, qui sont généralement des congés pour événements familiaux, heureux ou moins heureux. Donc, pour les principaux, c'est le congé de naissance. Alors, on a fait pareil aussi un webinaire sur la famille, où on détaille bien tout un certain nombre de choses autour de la naissance, donc on ne va pas revenir dessus. Je vous renvoie sur notre chaîne YouTube, comme disent les bons influenceurs. Oui. Voilà, mais donc là, j'ai reprécisé juste le congé de paternité qui, lui, est dans la convention collective, qui est de 3 jours, auquel s'ajoutent les 28 jours qu'on a négociés dans le cadre de l'accord Égalité Pro. Et en fait, on a pu constater d'ailleurs dans les bilans sociaux et tout, que nos collègues masculins ou deuxièmes parents prennent bien, en fait, 90% de ces jours sont pris, ce qui est un vrai succès et qui permet quand même au deuxième parent de profiter de son bébé assez rapidement, en tout cas dans les 6 mois, je dis ça de tête, qui suivent la naissance. Alors, en cas de mariage ou de PACS, il y a des jours, alors, une fois par an. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un collègue qui s'est pacsé et marié la même année. Il n'a pas droit à 2 fois le quota, c'est une seule fois. Donc, si vous voulez faire ça, vous pacsez une année, vous mariez l'année suivante. Voilà. Donc, pour le salarié, c'est 5 jours ouvrés. Pour un enfant du salarié ou de son conjoint, concubin, partenaire de PACS, je veux dire conjoint au sens large, c'est 2 jours ouvrés. En cas de décès, malheureusement, ça arrive. 5 jours pour un conjoint, 4 jours pour un parent, 7 jours pour un enfant. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Petit point quand même, parce que ça m'est arrivé, il faut que ce soit accolé au décès. Bon, je dis ça parce que moi, c'était pendant mes vacances et donc je suis revenue. J'ai dû annuler les vacances, poser les jours d'essai, reposer les vacances. Enfin bon, c'est un peu une petite tatouille. C'est vrai qu'on peut avoir besoin de ces jours liés au décès plus tard pour gérer les affaires de la personne qui est décédée, mais dans ces cas-là, ce n'est pas ces jours-là qu'il faut poser. Ce sont des jours de congé. Donc, posez-les bien au moment du décès. Je sais qu'on n'a pas la tête à ça et moi, j'avais recorrigé après. Enfin bref, mais c'est voilà, une petite contrainte qu'il faut connaître. Et puis, si vous avez un proche ascendant, descendant qui est hospitalisé, c'est 5 jours par événement. Le justificatif, c'est le bulletin d'entrée à l'hôpital ou à la clinique. Et si vous choisissez de déménager, eh bien, c'est 2 jours par déménagement. Ça peut être un peu court, mais c'est quand même bien. Voilà. On a essayé de passer en revue là, les principaux congés. On n'a certainement pas tout mis dedans, et puis je pense qu'on va voir avec les questions tout à l'heure. Enfin, sachez que d'une manière générale, la CFDT vous accompagne en toutes circonstances. Donc, je vous ai mis là dans le webinaire donc nos principaux noms à nous, délégués syndicaux, mais il y a bien évidemment tous les élus CFDT qui sont à votre service, tous les référents CFDT qui sont présents dans toutes les directions, qui sont également une ressource pour vous. Quand ils n'ont pas la réponse à votre question, bien évidemment, ils savent nous trouver pour qu'on apporte la réponse. Et d'une manière générale aussi, nous sommes là pour vous conseiller dans vos droits à la mobilité, tout ce qui concerne votre santé psychologique au travail, RPS, risques psychosociaux, TMS, troubles musculo-squelettiques, donc le physique et le psychique, tout ce qui concerne vos entretiens, évaluations annuelles,
les comparaisons en termes des salaires, les comparaisons en termes de promotion. On aide un peu aussi à constituer des dossiers pour les promotions. Tout ce qui concerne le congé proche aidant et les congés spécifiques. Et vous représentez, ça c'est ma petite truc à moi, à la commission consultative. Cette commission consultative, c'est quand vous n'avez pas été augmenté depuis 3 ans, mais comme elle se fait au mois de novembre, c'est presque 4 ans, nous vous accompagnons, nous vous représentons et nous défendons vos intérêts auprès de l'employeur. Et nous sommes aussi élus MSA. Donc, pour l'instant, c'est Valérie et moi, Valérie Delacour et moi. Là, il y a des élections MSA qui viennent de se clôturer. Donc, il y a d'autres élus CFDT qui se sont présentés sur les listes. L'objectif, quand on est élu MSA, c'est de vous aider à résoudre tous vos problèmes avec la MSA. Et il y en a un paquet. Et dans les paquets, je dirais, il y a les arrêts maladie par-dessus, des recours, des allocations familiales payées bizarrement en double, des demandes de remboursement, des trucs pas possibles, on a eu un tas de trucs en fait. On a quelques passes, on n'a pas des passes droits, mais enfin on a des entrées particulières. Pour la retraite, beaucoup aussi, puisque effectivement, entre ceux qui se préoccupent 2 jours avant la date de liquidation de la retraite et qui n'ont pas fait leur dossier, on est bien content d'avoir des passes droits. Quand on a aussi ceux qui ont eu la bonne idée de déménager au moment où ils partent à la retraite. Donc, en fait, le dossier, si je puis dire, retraite est coincé entre 2 caisses de la MSA, donc il faut le décoincer. Voilà, en fait, il y a des tas de cas de figure un peu bizarres, un peu tordus. Et nous, on est là avec Valérie pour l'instant et avec d'autres dans quelques temps pour vous aider à démêler tout cela. Sachant que toute cette aide, elle est confidentielle. Ah oui, tout ce qu'on fait pour les collègues d'une manière générale, c'est quand on aide un collègue, c'est totalement confidentiel. Moi, je le dis beaucoup pour les retraites, c'est-à-dire que c'est entre moi et le collègue. Et ça n'a pas vocation à être répété, sinon c'est plus du jeu. Voilà. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour un peu de tout ce qu'on avait prévu de vous dire. Moi, ce que je propose, c'est de vous donner la parole. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup d'un coup, hein, donc vous pourrez revenir aussi quand on aura mis sur la chaîne YouTube, nous poser des questions, mais on peut peut-être commencer maintenant. Julien, y a-t-il des questions en ligne? Non, on va prendre les questions, vous pouvez intervenir, n'hésitez pas. Alors, c'est pas qu'on avait prévu des questions, mais je crois que, comment dire, dans la salle, vas-y. Alors, en cas d'arrêt maladie, remontant à plusieurs années, peut-on demander un recalcul des jours de congé? Alors ça, c'est une excellente question. Donc nous, on a consulté notre avocate sur ce sujet, puisqu'on est parfois un peu à la limite de ce qu'on arrive à. On n'est pas juriste complet en droit social, hein, on sait faire pas mal de choses, mais pas tout. Donc en fait, tout ce qui est après la loi, donc qui commence avec l'application à partir d'avril 2024, ça, c'est pas fait, c'est de droit. Pour tout ce qui est avant, c'est-à-dire à partir de 2009, de décembre 2009, qui est comment dire, c'est un des principes en fait qui avait été retenu dans le jugement pour dire le jugement du Conseil constitutionnel pour dire non mais il y a des trucs à faire quand même. Tout ce qui est entre 2009 et puis 2024, en fait il faut faire un recours au prud'homme. Donc on s'est même demandé s'il fallait faire une action groupée. Et en fait c'est une action individuelle. Donc en fait il faut écrire au prud'homme. Une fois que vous allez au prud'homme c'est quasiment automatique. Hein, vous y avez droit, mais il faut passer par là. On n'a pas le choix. Valérie, qui est en ligne, si tu veux rajouter des choses là-dessus, vas-y. Non, c'est une on est très bonne gentil, question. Daniel. Bonjour à tous. Non, c'est parfait. Je n'ai rien à rajouter. Ne t'inquiète pas, sinon j'activerai. Tu avais une question, ouais. Oui, moi j'avais une petite question qui ne concerne pas directement le temps de travail, mais qui, rapproche-toi parce que le micro est là. Qui concerne le compte le CPF de formation. Ah oui, le compte personnel de formation. Je voulais savoir si on pouvait le prendre quand on voulait. Et si on voulait le prendre à la fin de notre carrière, à quel moment il fallait le prendre? Il a le droit de le prendre, il a le droit de le prendre avant la retraite, après la retraite, voilà, c'était. Oui, en fait, effectivement, le compte personnel de formation, alors vous le connaissez bien parce qu'en plus, la DRH, pour certaines formations, prend sur le compte personnel de formation. En tout cas, on peut l'utiliser tant qu'on est en activité. Donc, quand on est à la retraite, on ne peut pas. Donc, c'est vrai que je conseille souvent aux collègues de programmer des formations dans leur congé fin de carrière. Parce qu'il y a quand même des trucs sympas. Rien à voir avec le crédit agricole, mais voilà, on peut faire, je sais pas, l'atelier bois, machin comme ça, avec le CPF, quoi. C'est-à-dire, à la retraite, les jours, à la liquidation de la retraite, les jours sont perdus. Ouais, c'est perdu. C'est dommage parce qu'on a souvent l'équivalent de 5 000 €. Donc, on peut se faire une petite formation perso sympa pendant le congé fin de carrière, quoi. Et donc, sur le site du CPF, il y a
il y a plein de propositions qui sont dessus. C'est un peu cher quand même, c'est un peu comme la formation, quoi, c'est un business. Mais bon, après, on peut aussi, quand on voit une formation qui nous tente, demander à la personne si elle peut se faire agréer de manière à ce qu'on puisse utiliser le CPF. Alors, une question d'Élodie. En cas d'arrivée en cours d'année dans l'entreprise, comment est calculé l'intéressement en participation pour les Alors, personnes à temps complet? temps complet. Alors, pour pouvoir bénéficier de l'intéressement et de la participation, il faut juste être là, je crois, au 31 décembre de l'année d'avant. C'est pas comme pour les RVP où il faut avoir travaillé 3 mois minimum dans l'année pour y avoir droit. Donc, c'est proratisé. C'est proratisé. Si on a été présent 3 mois, eh bien, c'est 3/12 de la RVC classique, quoi. Puis dans le cas d'une maladie, est-ce que là aussi on a Alors, ça, l'intéressement en participation? alors, ça dépend combien de temps on a été malade. Si on était malade toute l'année, non. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir 3 mois de travail effectif. Je prends un exemple, donc on a neutralisé ça dans le dernier accord égalité pro, mais avant, je me rappelle d'une future maman qui a été partie en congé pato le 20 mars, donc elle n'avait pas travaillé 3 mois, elle n'a pas eu droit à une RVP l'année suivante. C'est pour ça qu'on a demandé une neutralisation des congés de maternité et de paternité dans le calcul de la RVP. Mais par exemple, on a été absent, même pour une longue maladie, ALD reconnue, etc. Si on n'a pas travaillé les 3 mois, on ne peut pas avoir de RVP. Rémunération variable personnelle. Mais les RVC. Mais la RVC, oui. Et on s'est rendu compte, enfin, dans la RVC, il y a 2 sous-enveloppes, en fait. Il y a une enveloppe temps de travail et une enveloppe rémunération brute annuelle. Donc, en fait, quand il y a le calcul par la DRH, donc il y a un paquet. Donc, le paquet, si je puis dire, il est 30%, 70%. Et les 70% sont répercutés en fonction de la RBA et les 30% sont répercutés par tête de pipe, si je puis dire, pour ceux qui étaient là. Donc, quelqu'un qui a été là 50% compte pour 0,5. Et donc là, c'est calculé par personne. Une de nos idées d'ailleurs, c'était, pour que ce soit un peu plus égalitaire, peut-être de faire bouger cette répartition 30%, 70%, peut-être en 50-50, ce qui réduirait les écarts en fait en montant. Mais pour l'instant, c'est pas fait. D'autres Daniel, questions? j'ai une question complémentaire sur les arrêts maladie. Tu as précisé qu'il fallait bien les envoyer, notamment à l'ARH. J'ai Ouais. certains salariés qui maintenant les déposent directement sur Ask Online et ne les envoient plus par voie postale. Moi, je conseille de les envoyer quand même par voie postale, En complément alors? en complément. Ouais. D'accord. On gagne du temps à les envoyer en dématérialisé, tout le monde en est Oui. d'accord. Mais en cas de contestation, c'est genre je l'ai pas eu, c'est passé à côté, je sais pas quoi. Tu as envoyé le truc par courrier, ça te coûte un temps, c'est pas grand-chose, et tu es tranquille. Oui, c'est le cachet de la poste qui fait foi. Donc tout. Ouais. Et d'ailleurs, non, mais un arrêt. regarde, en fait, tu n'as même pas besoin d'être un teint parce que tu as un TSA. Ah non, tu n'as pas. Non, c'est. Oui, Non, pour t'as Casa, pas tu as un TSA. TSA. Ah oui. Est-ce que tu peux remettre la page 27 du slide? Non. Oui, simple. On envoie simple, ouais. Page 27, j'avais mis en fait. 2 mois. Voilà. Ouais, voilà. Mais bon, moi, je ferai ceinture, bretelles et parches. Mais c'est Oui, pas non. long. C'est quand même pas la peine de l'envoyer en recommandé, n'exagérons pas. Mais en courrier simple, Non, je pense en que courrier dématérialiser. Hein? En En fait, courrier simple, est-ce que c'est tu as mis la page 27 Non. des slides? Remets la page 27 parce que j'ai mis les adresses. Donc, pour la MSA Île-de-France, donc c'est S'il te plaît, Julie. 75 691 Paris CEDEX 14. Et puis pour Casa, c'est à Nanterre, donc c'est la DRH administration RH, TSA 70 911, 92 894, Nanterre CEDEX 9. J'ai ça dans un petit document Word Oui, dans mon ouais, ordinateur. moi Ceux aussi. qui veulent que je leur envoie, je leur envoie. C'est pas un souci. Non, mais j'ai eu des échos comme quoi certains ne le faisaient plus et envoyaient juste sous Ask Online le scan de l'arrêt Oui, maladie. mais Enfin, tant voilà, que tout le monde dit le je l'ai. papier du médecin. Voilà, tant que tout le monde dit je l'ai eu, ça va bien. Le jour où il y a une contestation, voilà. Enfin, moi, je D'accord. trouve que Donc, c'est c'est pas mieux de grand-chose de faire comme ça. faire Ouais, ceinture et bretelles, c'est-à-dire les ouais, deux. c'est ça, ouais. Merci, Daniel, deux questions qui concernent le compte épargne-temps. La première, c'est comment se ventile finalement les jours que l'on place dans le CET entre CE, CES, CET? Et deuxième question, quand on utilise son CET dans le cadre du congé de fin de carrière, est-ce qu'il y a une stratégie pour ventiler ces différentes catégories? Voilà. Alors, pour la retraite, donc, nous avons des consultations spéciales, Alain et moi, sur le sujet.
Donc, en fait, comment ça se ventile? Alors, pour le CE5, on va dire, j'ai envie de dire, ça y arrive tout seul, hein, c'est pas, mais le CE5 et le CET, c'est à peu près pareil, hein. Faut pas trop s'en préoccuper. Le CE, c'est alimenté uniquement, par la RVP, donc c'est des comptes épargne espèces. Les 2 sont, bonifiés. Il y a une petite différence quand même entre CE5 d'un côté, enfin CE5 et CET d'un côté, CE de l'autre, c'est que le CEE ne génère pas de nouveaux droits à Ouais. congés et RTT, contrairement au CE5 et au CET. On te les prend. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de stratégie, si ce n'est qu'effectivement, ben, moi, quand je fais les calculs, je commence par imputer le CEE pour calculer la première date de démarrage du CEE, parce que je sais que ça va pas générer de congés. Puis au-dessus, je mets le CE5 et le CET. Et puis, on fait prendre par anticipation aux collègues tous les congés qu'on Ouais. arrive à leur faire prendre par anticipation. Mmh. Parce que le problème, c'est que tout ce qui n'est pas pris par anticipation, ça fait l'objet d'un solde de tout compte. Ce solde de tout compte, il est imposable, taxable et imposable. Et je suis tout à fait pour payer des impôts, c'est pas le sujet. En plus, la prime de départ par-dessus. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut, pour certains collègues, Voilà. faire beaucoup. Faire exploser un peu les impôts. Et souvent, les gens, ils ont plutôt envie d'avoir du temps. Mmh. Donc voilà, on essaie de faire prendre par anticipation tous les congés qu'on peut faire prendre par anticipation. Je crois que dans 3% des cas, pour faire simple, les gens préfèrent avoir de l'argent. Dans 97% des cas, ils préfèrent avoir du temps. Statistique purement personnelle. Voilà. Est-ce que ça Merci. répond à ta question, Jérôme? Parfaitement. D'autres questions? Ouais, Sandrine a une question? Non, pas de question. Ok. Eh bien, merci. Hein. Eh bien, écoutez, on vous remercie Ouais, beaucoup. On espère avoir été très complet. Ouais. On va remercier aussi notre régie, le petit jeune. Ouais, le petit Bien. jeune Julien, voilà, qui a assuré l'enregistrement et qui va mettre en ligne très bientôt, en fait, ce webinaire en replay. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à bientôt pour un autre sujet. Au revoir. Merci Daniel, merci Alain et bravo à tous les Au revoir. deux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.